Des manifestations massives contre la réforme judiciaire proposée par le gouvernement Netanyahou ont eu lieu en Israël depuis janvier. Le procès pour corruption de M. Netanyahou et de ses partenaires de la coalition ultra-droite n'a fait que jeter de l'huile sur le feu et de polariser de plus en plus la société israélienne. Alors que les Israéliens se concentrent sur la politique intérieure, les problèmes internationaux s'accumulent. L'Iran reste une menace et des groupes pro-iraniens tentent de profiter du chaos qui règne en Israël. Comme si cela ne suffisait pas, les relations avec les États-Unis sont au plus bas depuis des années. Que se passe-t-il en Israël? Netanyahou mène-t-il le pays au bord de l'effondrement? Bienvenue dans les rapports des années 20. Les récents problèmes d'Israël ont commencé en novembre 2018. À l'époque, il y a eu un échange de tirs entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza. Ostensiblement, il ne s'agissait que d'un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des années. Mais les conséquences de cet épisode ont rapidement échappé à tout contrôle. Après 2 jours de combat avec le Hamas, le Premier ministre Netanyahou a décidé de décréter un cessez-le-feu. Avigdor Lieberman, partenaire de coalition de Netanyahou et ministre de la Défense à l'époque, s'y est farouchement opposé. En conséquence, Lieberman a démissionné de son poste de ministre et a conduit son parti hors de la coalition gouvernementale. Certes, Netanyahou disposait encore d'une majorité au Parlement, mais seulement pour 1 mois. En décembre, le gouvernement était tellement divisé que le Parlement israélien, la Knesset, a été dissous. M. Netanyahou, qui avait été Premier ministre sans interruption depuis 2009, a été contraint de se battre pour reprendre le pouvoir au début de l'année, lors d'élections anticipées. Celles-ci ont eu lieu en avril 2019. Et, comme prévu, elles ont été remportées par Bibi, comme on appelle Netanyahou. Bibi a remporté le plus grand nombre de voix, mais pas assez pour former un nouveau gouvernement. Israël est donc tombé dans un véritable manège électoral. 5 tours d'élections générales ont été organisés entre 2019 et 2022. Ils se sont tous soldés par la victoire de Netanyahou, mais à chaque fois, Bibi a eu du mal à former un gouvernement. En conséquence, les Israéliens ont été contraints de se rendre aux urnes tous les quelques mois. La percée s'est produite lors des élections de mars 2021. Cette fois, ses ennemis de tous bords se sont unis contre Netanyahou. Une large coalition anti-Netanyahou était formée, comprenant des nationalistes, des centristes, des gauchistes et même, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, des politiciens arabes. Les leaders de cette coalition exotique étaient le centriste Yair Lapid et le droitier Naftali Bennett, anciens collaborateurs de Netanyahou. Ils étaient divisés sur tous les plans, mais unis par leur aversion commune pour M. Netanyahou, qu'ils ont évincé de son poste de Premier ministre après 12 ans de pouvoir. Cela semblait être la fin de la brillante carrière politique de M. Netanyahou. Ce n'est pas seulement le fait qu'il ait perdu le pouvoir, mais aussi la manière dont cela s'est produit. Bennett, qui a fait ses premiers pas en politique il y a des années en tant que conseiller de Netanyahou, a maintenant poignardé son mentor dans le dos. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour M. Netanyahou. À la Knesset, il a siégé sur les bancs de l'opposition. Qui plus est, il s'est retrouvé sur le banc des accusés dans un procès où il était accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Alors qu'il semblait que Bibi était fini, l'indestructible Netanyahou est revenu dans le jeu. À l'été 2022, à peine 1 an après la formation du duo Lapid-Bennett, leur coalition exotique s'est effondrée. De nouvelles élections générales sont convoquées, les 5e au cours des 4 dernières années. Cette fois, la droite israélienne remporte une grande victoire. Le camp centré autour de Netanyahou a remporté 64 des 120 sièges possibles à la Knesset. Bibi a retrouvé son siège de Premier ministre, mais le prix à payer pour cela est énorme. En effet, M. Netanyahou a dû former une alliance avec 2 partis d'ultra-droite, le parti sioniste religieux et le pouvoir juif. Et le prix à payer pour rejoindre la coalition était de céder des postes critiques au sein de l'État à l'ultra-droite. Le chef du sionisme religieux, Bezalel Smotrich, est devenu le nouveau ministre des Finances. Il est également chargé de l'administration civile de la Cisjordanie occupée. Le leader du pouvoir juif, Itamar Ben-Gvir, devient le nouveau ministre de la Sécurité intérieure.
Les points de vue de Smotrich et de Ben-Gvir sont radicaux, même par rapport à d'autres groupes de droite en Israël. Tous deux prônent le démantèlement de l'autorité palestinienne et l'annexion de la Cisjordanie. Ils soutiennent également le renforcement des pouvoirs de l'armée et l'assouplissement des règles permettant aux soldats d'ouvrir le feu, en particulier dans les territoires occupés. Ben-Gvir est particulièrement controversé. Dans sa jeunesse, il a été associé au parti Chauvin-Car, qui figure sur la liste des organisations terroristes tant en Israël qu'aux États-Unis. La décision de M. Netanyahou d'entrer dans une coalition avec les radicaux n'était pas seulement impopulaire auprès des proches collaborateurs de M. Bibi, mais aussi auprès de l'administration Biden, qui a tenté de dissuader M. Netanyahou de s'allier avec M. Ben-Gvir par des voies officieuses. Mais M. Netanyahou n'avait pas le choix. S'il voulait retrouver le fauteuil de Premier ministre, les voix de Smotrich et de Ben-Gvir étaient indispensables. C'est ainsi qu'a été formé un gouvernement que les médias ont qualifié de plus à droite de l'histoire d'Israël. En confiant les postes clés à Smotrich et à Ben-Gvir, M. Netanyahou a considérablement réduit son influence sur les politiques du nouveau gouvernement. Alon Pinkas, ancien diplomate israélien, estime que la position de M. Netanyahou est plus faible que jamais, et que ses partenaires de la coalition le savent et l'exploitent sans pitié. M. Netanyahou est peut-être redevenu le chef du gouvernement, mais il est pris en otage par ses partenaires de la coalition d'ultra-droite. La réforme judiciaire controversée illustre parfaitement les tensions au sein de la coalition au pouvoir et l'influence des partenaires de la coalition sur le Premier ministre. En janvier 2023, le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a présenté un projet de réforme judiciaire visant à limiter les pouvoirs de la Cour suprême. Il convient également de rappeler qu'Israël ne dispose pas d'une constitution formelle, mais de ce qu'on appelle les droits fondamentaux. La réforme de Levin comprenait des changements dans le processus d'élection des juges, la limitation des pouvoirs de la Cour suprême et l'introduction de la possibilité pour la Knesset d'annuler ses décisions. L'opposition s'est farouchement opposée à cette réforme, affirmant qu'elle visait à protéger les hommes politiques accusés de corruption, tels que M. Netanyahou ou Aryeh Deri, le chef du parti Chasse, qui a été reconnu coupable de corruption et déchu de son poste ministériel par la Haute Cour de justice. La réforme a divisé le pays et provoqué des troubles dans de larges couches de la population. Quelques jours après que le ministre Levin a présenté son projet de réforme de la justice en janvier 2023, de grandes manifestations antigouvernementales ont commencé en Israël, rassemblant des centaines de milliers de personnes et paralysant la plupart des grandes villes. L'opposition publique à la réforme a été si forte qu'en mars, il y a même eu une scission au sein du Likoud, le parti de M. Netanyahou. M. Netanyahou a temporairement interrompu la réforme pour calmer les esprits et a proposé à l'opposition de travailler ensemble sur le projet. En tant qu'homme politique très pragmatique, M. Netanyahou a tenté de trouver une solution de compromis. Mais ses partenaires de coalition, menés par Ben-Gvir, ont clairement fait savoir que soit la réforme était mise en œuvre, soit ils quittaient la coalition gouvernementale. En conséquence, la Knesset a repris le travail sur le projet au cours de l'été et a adopté la première loi du paquet de réformes en juillet, abolissant le test de rationalité de la Cour suprême. Cela a ouvert la voie au retour de Deri au poste ministériel dont il avait été privé. La question de la réforme judiciaire est actuellement celle qui électrise le plus l'opinion publique en Israël. Depuis janvier, des manifestations régulières ont attiré des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes chaque semaine. Plus les manifestations se prolongent, plus le fonctionnement de l'État est affecté. En février, la Banque centrale d'Israël a averti que la réforme judiciaire pourrait nuire à l'économie et décourager les investissements étrangers en Israël. Certains hommes d'affaires menacent de retirer leurs entreprises d'Israël. Les manifestations constituent également une menace pour les capacités de défense de l'État. En effet, les réservistes sont devenus très actifs dans les manifestations, menaçant de ne plus se présenter aux exercices obligatoires de la réserve si la Knesset adopte la réforme judiciaire. La situation actuelle d'Israël a été bien résumée par Yuval Diskin, ancien chef du Shin Bet, le service de contre-espionnage israélien. Israël est au bord de la désintégration interne et d'une grave fracture sociale. C'est arrivé beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Nous risquons d'être au bord de la guerre civile, et ce, à cause de notre misérable gouvernement. Si les craintes d'une guerre civile semblent quelque peu exagérées, la possibilité d'une effusion de sang dans les rues d'Israël ne peut être exclue. D'autant plus que les partenaires de la coalition de M. Netanyahou tentent de former des milices pro-gouvernementales
qui pourraient être utilisés pour disperser les manifestations. Lorsque Netanyahou a interrompu les travaux sur la réforme judiciaire pendant plusieurs semaines en mars, pour calmer l'opinion publique, Ben-Gvir a menacé de quitter le gouvernement. Il n'a abandonné son projet qu'après que Netanyahou a accepté de créer une garde nationale qui relèverait directement du ministère de la Sécurité intérieure que Ben-Gvir dirige. Les détracteurs du gouvernement affirment que M. Ben-Gvir souhaite légaliser les milices pour disperser les manifestations. L'idée a même été critiquée par l'actuel ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour les armées privées en Israël. Chaque semaine de travail sur la réforme judiciaire rend la situation interne d'Israël plus compliquée. Parallèlement, la situation internationale du pays n'incite pas non plus à l'optimisme. Lorsque le Premier ministre Netanyahou a signé les accords abrahamiques avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc à Washington en septembre 2020, il semblait qu'une fenêtre de grande opportunité s'était ouverte pour Israël. Avec le soutien de l'administration du président Trump, Israël avait la possibilité de construire une OTAN du Moyen-Orient, un large front contre Téhéran et les milices pro-iraniennes opérant dans la région. Le temps a douloureusement vérifié ces espoirs. Les accords d'Abraham n'ont pas conduit à la formation d'une alliance pro-iranienne. Simplement, constatant l'échec de la politique américaine à l'égard de l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont commencé à réinitialiser d'eux-mêmes leurs relations avec les Iraniens. En 2022, l'ambassadeur émirati est retourné à Téhéran pour la première fois depuis 6 ans. Début 2023, un accord a été signé en Chine pour normaliser les relations saoudo-iraniennes. Les Israéliens estiment que la détente dans les relations arabo-iraniennes est temporaire et que ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne se réchauffent à nouveau dans le Golfe. Israël espère donc que l'Arabie saoudite finira par adhérer aux accords d'Abraham, relançant ainsi la discussion sur un front commun anti-iranien. L'administration de Joe Biden nourrit des espoirs similaires, estimant qu'un accord de paix négocié entre Israël et l'Arabie saoudite pourrait améliorer la cote de popularité du président Biden, qui doit être réélu l'année prochaine. Malgré les efforts diplomatiques des États-Unis et d'Israël, l'adhésion de l'Arabie saoudite aux accords de paix est actuellement irréaliste. En effet, les Saoudiens imposent des conditions prohibitives que ni les États-Unis ni Israël ne peuvent accepter. Par exemple, le Royaume exige un soutien à son programme nucléaire et des garanties de sécurité américaines similaires à celles des pays de l'OTAN. Les Saoudiens exigent également une Palestine indépendante, ce que Netanyahou ne peut accepter, surtout compte tenu de la composition de la coalition gouvernementale actuelle. Ainsi, l'accord avec les Arabes s'éloigne, et pendant ce temps, la menace de l'Iran, le plus grand ennemi d'Israël, est toujours d'actualité. La campagne de pression maximale de l'administration de Donald Trump sur Téhéran a échoué. Les Américains se sont retirés de l'accord nucléaire et ont imposé des sanctions paralysantes à presque tous les secteurs de l'économie iranienne. Même cela n'a pas forcé les ayatollahs à faire des concessions. Trump n'est plus à la Maison-Blanche, ni l'accord nucléaire, mais les conséquences demeurent. L'Iran, tout comme en 2015, est à nouveau très proche de construire une bombe nucléaire. Bien que l'administration Biden ait tenté de discuter avec les Iraniens et de revenir à l'accord nucléaire, les efforts américains n'ont finalement rien donné. Le fait est que les États-Unis sont fatigués de la question iranienne, d'autant plus qu'ils ont suffisamment de problèmes avec la Russie et la Chine. De plus en plus d'informations suggèrent que Washington se contenterait même d'un accord officieux avec les Iraniens. Téhéran renoncerait à enrichir l'uranium à plus de 60% et mettrait fin aux ventes d'armes à la Russie. Quant aux Américains, ils approuveraient tacitement le retour du pétrole iranien sur les marchés mondiaux. Ce scénario serait désastreux pour Israël. Il signifierait que la question du programme nucléaire iranien entrerait dans un état de flou qui pourrait durer des années, au cours desquelles Israël devrait consacrer d'importantes ressources financières au maintien d'une armée prête à affronter l'Iran. Le problème n'est pas seulement Téhéran, mais l'ensemble du réseau pro-iranien dans la région. Du point de vue d'Israël, la présence de l'influence iranienne dans la Syrie et le Liban voisin est particulièrement problématique. Assad a survécu à la guerre civile et contrôle désormais la majeure partie du pays. Les pays arabes qui, il y a quelques années encore, souhaitaient le renversement d'Assad, ont désormais accepté sa victoire. Lors du sommet de la Ligue arabe en mai, la Syrie a été réintégrée en tant que membre de l'organisation.
Pour Israël, il s'agit d'une nouvelle dévastatrice, car plus les relations d'Assad avec les dirigeants arabes se réchaufferont, plus Israël sera critiqué pour avoir bombardé la Syrie, et c'est le seul outil dont dispose Israël pour saboter les opérations iraniennes à l'intérieur de la Syrie. La situation au Liban voisin est également très défavorable. Le Liban est désormais un État failli, en faillite économique et en crise politique permanente à partir de 2019. Israël espérait qu'une telle situation renforcerait le sentiment anti-Hezbollah. Mais rien de tel ne s'est produit. Non seulement le Hezbollah fonctionne parfaitement dans le chaos libanais, mais il tente également de profiter de l'anarchie politique qui règne en Israël. Israël, autrefois formidable puissance régionale, a progressivement perdu sa foi, sa conscience, sa confiance en soi et son humilité, ce qui l'a conduit à la crise qu'elle traverse actuellement. C'est sans aucun doute le pire jour de l'histoire de l'entité sioniste, a déclaré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à la fin du mois de juillet. Le nombre de provocations du Hezbollah à la frontière israélo-libanaise ne cesse d'augmenter, et certains militaires craignent que l'objectif ultime de Nasrallah ne soit de pousser Netanyahou à envoyer des troupes au sud-Liban, ce qui ne ferait qu'exacerber les divisions en Israël. Les forces israéliennes n'ont pas fait de pause dans les territoires occupés non plus. Depuis l'automne dernier, lorsque Israël a tenu ses élections générales, le nombre d'attaques en Cisjordanie occupée n'a cessé d'augmenter. Ces attaques sont perpétrées non seulement par des Palestiniens, mais aussi par des colons juifs vivant dans les colonies illégales en Cisjordanie. La Cisjordanie a été occupée par Israël en 1967, à la suite de la guerre des 6 jours. Bien qu'illégale au regard du droit international, de plus en plus de colonies juives sont construites en Cisjordanie. En fait, leur nombre augmente de façon exponentielle. Au début des années 1970, il n'y avait qu'un millier de colons juifs en Cisjordanie. Aujourd'hui, ils sont environ 490 000. Cependant, la déstabilisation de la Cisjordanie n'est pas seulement due aux tensions entre Palestiniens et colons juifs, mais aussi aux divisions au sein de la communauté palestinienne elle-même. Le soutien à l'autorité palestinienne et au Fatah, qui gouverne la Cisjordanie, s'effrite. Les sondages montrent que près de 3/4 des Palestiniens souhaitent que Mahmoud Abbas se retire. Son mandat de président a pris fin en 2009, mais il continue de diriger l'autorité palestinienne en l'absence d'élections. Le mécontentement à l'égard du Fatah conduit à une radicalisation croissante des jeunes Palestiniens qui rejoignent des groupes plus radicaux tels que le Hamas et le Djihad islamique. Les partenaires de la coalition de M. Netanyahou aggravent également la situation en Cisjordanie occupée. Smotrich, qui dirige l'administration civile en Cisjordanie, autorise les colons juifs à enfreindre la loi. De même, certaines actions de Ben Gvir, ministre de la Sécurité intérieure, peuvent être considérées comme une incitation à l'escalade pour les colons. Les Palestiniens craignent que les actions de Smotrich et de Ben Gvir ne conduisent à terme à l'annexion des territoires occupés par Israël et à la fin de l'idée d'une Palestine indépendante. La situation en Cisjordanie est aujourd'hui si tendue que certains commentateurs parlent même d'une troisième intifada. Mais après tout, en cas de crise, Israël peut toujours compter sur les États-Unis, son principal allié. Mais en est-il ainsi? Cette relation spéciale a connu de profonds bouleversements ces dernières années. Il y a plusieurs raisons à cela. Washington estime qu'Israël sabote les efforts américains pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Les Américains préconisent une option des deux États, c'est-à-dire la coexistence d'un Israël indépendant et d'une Palestine indépendante. L'expansion des colonies juives illégales sape les efforts de paix américains. Les Américains ont également des doutes croissants quant au rapprochement progressif entre Israël et la Chine au cours des dernières années. Les Américains ont notamment critiqué l'externalisation de la gestion du port stratégique de Haïfa au groupe chinois Shanghai International Port Group. L'antipathie personnelle entre le Premier ministre Netanyahou et le président Biden n'est pas non plus un secret. Les démocrates n'apprécient pas les contacts étroits de Netanyahou avec Donald Trump. La Maison-Blanche est également mécontente de la présence de la droite radicale au sein du gouvernement israélien. La magie de l'amertume, en revanche, s'est déversée sur la réforme judiciaire. Lorsque Biden a exprimé ses doutes sur la réforme, Ben Gvir a répondu très durement. Israël n'est pas une étoile de plus sur le drapeau américain. La crise entre Israël et les États-Unis est telle que certains politiciens ont même remis en question la légitimité des États-Unis
à poursuivre leur aide financière à Israël, qui s'élève à 3,8 milliards de dollars par an. Daniel Kurtzer, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, l'a dit sans embâche. L'aide américaine constitue un coussin de plusieurs milliards de dollars qui permettent à Israël d'éviter les choix difficiles quant à la manière de dispenser son propre argent et lui permet de dépenser plus d'argent pour des politiques auxquelles nous nous opposons, telles que les colonies. Le camp Netanyahou semble penser qu'il peut attendre la fin de la crise dans les relations avec les États-Unis. Après tout, si Donald Trump remporte l'élection présidentielle de 2024, un grand ami d'Israël et du Premier ministre Netanyahou sera de retour à la Maison-Blanche. Une telle politique est toutefois à courte vue, car elle conduit Israël à construire ses relations avec Washington sur une base républicaine plutôt que bipartisane. C'est déjà un problème, comme le montrent clairement les sondages américains. Dans un sondage Gallup réalisé en 2023, 54% des Américains soutenaient Israël dans le conflit israélo-palestinien. Mais lorsque l'appartenance politique des personnes interrogées permet de décomposer ces résultats, deux images très différentes se dégagent. Pas moins de 78% des républicains sympathisent avec Israël, alors que près de la moitié des démocrates ont déclaré qu'ils sympathisaient avec les Palestiniens. Pire encore pour Israël, les sondages montrent que les jeunes générations sont de plus en plus favorables à la Palestine plutôt qu'à Israël. Selon le même sondage Gallup de 2023, plus de 50% des baby-boomers sympathisent avec Israël. En revanche, chez les milléniaux, la sympathie est assez équitablement répartie, avec 42% pour la Palestine et 40% pour Israël. Il est peu probable que les États-Unis retirent leur soutien financier à Israël dans les années à venir. Toutefois, on peut raisonnablement supposer qu'avec le changement de génération, les voix critiques à l'égard d'Israël deviendront plus fréquentes aux États-Unis, ce qui rendra plus difficile le maintien de la nature actuelle des relations entre les États-Unis et Israël. Israël est à la croisée des chemins. Le pouvoir de Netanyahou et de ses partenaires de la coalition d'ultra-droite polarise la société israélienne et la réforme judiciaire pousse le pays au bord de la désintégration interne. Alors que les Israéliens sont préoccupés par la politique intérieure, les problèmes sur la scène internationale s'accélèrent. Les rêves d'un large front anti-iranien ont été brutalement mis à l'épreuve, la question du programme nucléaire iranien n'est toujours pas résolue, et la Maison-Blanche critique de plus en plus les actions du gouvernement israélien. L'équipe de Netanyahou semble entièrement absorbée par la politique intérieure, sans remarquer ou minimiser les problèmes d'Israël sur la scène internationale. Netanyahou est un pragmatique, mais ses partenaires de coalition limitent sa marge de manœuvre et placent le gouvernement sur une trajectoire de collision avec l'opposition et les États-Unis. Tous les problèmes d'Israël pourraient être résolus par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est du moins ce que semble penser Bibi. Il serait alors possible de revenir au plan de paix de Trump pour le Moyen-Orient, favorable à Israël, et de jouer à nouveau un jeu agressif avec l'Iran. Mais si Trump ne revient pas à la Maison-Blanche, les problèmes d'Israël ne feront qu'empirer, et même un politicien habile comme Netanyahou aura du mal à contrôler le chaos qu'il a créé. Ainsi, la guerre éternelle d'Israël se poursuit. À l'extérieur, avec les rivaux traditionnels de l'État. Mais, pire encore, à l'intérieur, la lutte pour le pouvoir et l'influence divise de plus en plus le peuple israélien.